Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Weckscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons ce flash information du lundi 16 novembre au Niger. Samedi, l'opposant Hama Amadou est rentré à Niamey dans une atmosphère plutôt tendue, vous allez le voir. Le candidat à la présidentielle de 2016 a atterri dans la capitale dans l'après-midi, et ce après un an d'exil en France. Revenu faire face à des accusations de trafic présumé de bébés, l'ancien président du Parlement, qui était placé sous mandat d'arrêt, a d'abord été conduit dans les locaux de la prison civile de Niamey. Il a ensuite été transféré dans un autre établissement situé à 200 km de la capitale, dans la ville de Filingué. Monsieur Amadou, qui crie au coup monté par ses adversaires politiques, avait affirmé dès jeudi qu'il était temps pour lui, je cite, de se présenter devant les juges pour qu'ils disent où se trouve la vérité. Rappelons par ailleurs que dans le cadre de cette affaire de trafic présumé de bébés du Nigeria, une vingtaine de personnes avaient été libérées l'an dernier, dont notamment l'épouse de Hama Amadou. Elles attendent toujours leur procès. Au sud du continent africain, les combats menés ces derniers mois par les étudiants sud-africains continuent d'avancer positivement. Dernière victoire en date, celle vendredi de ces étudiants de la prestigieuse université de Stellenbosch pour que leurs cours ne soient plus donnés en langue africaine, cette langue de minorité eurodescendante responsable de l'apartheid, mais en anglais. Le communiqué de l'université a justifié cette mesure par le fait que l'anglais est la langue la plus communément utilisée en Afrique du Sud. Elle a toutefois aussi déclaré qu'elle restait engagée à promouvoir l'afrikaans comme langue optionnelle d'enseignement. Le groupe Open Stellenbosch, à la tête de ce mouvement de protestation estudiantin, s'est cependant réjoui que l'afrikaans, cet outil d'exclusion et d'oppression selon lui, ait été aboli. Une victoire significative dans la lutte pour l'accès à l'éducation des afro-descendants en Afrique du Sud. À l'international, 132 morts, c'est le triste bilan des terribles attentats qui ont frappé, vous le savez, vendredi 13 novembre, Paris, dans la soirée. Un bilan encore provisoire, compte tenu de la gravité des blessures des nombreuses autres victimes de ces attaques. Les attentats qui ont été revendiqués par l'État islamique ont visé quasi simultanément les abords du Stade de France, où se jouait un match amical de football, France-Allemagne, mais aussi plusieurs terrasses de café et de restaurants des 10e et 11e arrondissements de la capitale. La célèbre salle de spectacle du Bataclan a également connu un gros carnage avec 89 morts suite à des fusillades et à l'explosion de kamikazes djihadistes. Selon le Premier ministre français Manuel Valls, seules 103 des personnes décédées avaient pu être identifiées hier dimanche. De nombreux hommages ont depuis été rendus à Paris mais aussi à l'étranger. Les lumières de la fontaine de Trévi et du Colisée à Rome, par exemple, se sont éteintes quelques minutes hier soir. En Europe, en Australie, au Canada, en Afrique et même dans le monde arabe, des milliers de personnes ont manifesté leur soutien à la population française. Une minute de silence sera observée ce lundi à midi, heure française. Dans la foulée, le chef de l'État, qui a appelé à l'unité nationale, réunira les deux chambres du Parlement à Versailles, une configuration tout à fait rare. Et 2 jours après ces attentats, le président François Hollande a reçu l'ensemble des responsables politiques et des parlementaires à l'Élysée pour préparer la riposte. Hier, outre les présidents de l'Assemblée et du Sénat et les dirigeants des groupes parlementaires, les chefs des différents partis politiques ont aussi été reçus à la présidence. Parmi eux, Marine Le Pen. Pour la présidente du Front National, il est impératif de rétablir de manière pérenne un contrôle des frontières. Écoutez aussi ces préconisations du président du MoDem et du Front de gauche. Nous avons proposé au président de la République qu'on puisse réfléchir ensemble à ce que les États-Unis appellent garde nationale, c'est-à-dire une réserve militaire, notamment à base de réservistes qui viennent de quitter le service récemment et qui pourraient être utilisés pour garder les monuments, les réunions, déchargeant ainsi les forces armées et leur permettant de faire mieux le travail de préparation aux interventions qui sont les leurs. Et nous avons pour devoir d'aider à ce que nos adversaires ne marquent pas le point qu'ils essayent de marquer, qui est de créer la pagaille dans ce pays et de nous voir nous opposer les uns aux autres sur l'essentiel.
Depuis hier, la police française lance aussi un appel à témoins et diffuse la photo d'un suspect. Regardez, cet individu est susceptible d'être impliqué dans ces attentats parisiens. Il se nomme Salah Abdeslam. Il est aussi visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice belge. Selon le message du communiqué, il est demandé de contacter le numéro d'alerte attentat en France, le 197, si quiconque dispose d'informations qui permettent de localiser ce suspect. Salah Abdeslam, qui est né le 15 septembre 1989 à Bruxelles, en Belgique, est considéré comme un individu dangereux. Il est déconseillé par la police d'intervenir par soi-même. Et suite aux attentats de Paris, la France riposte en bombardant massivement Raqqa, le fief syrien du groupe djihadiste de l'État islamique, qui avait revendiqué, on vous le rappelle, les attentats de vendredi en France. 20 bombes ont été larguées à Raqqa par l'armée française dans le nord de la Syrie. Elles ont détruit hier un poste de commandement et un camp d'entraînement selon le gouvernement français. Autre drame également ce week-end en France, le déraillement samedi d'un train à grande vitesse et qui a fait 11 morts dans la communauté d'Egversheim en Alsace, dans l'est de la France. Ce nouveau bilan provisoire a été communiqué dimanche et il compte également des enfants présents à bord de ce train d'essai. Selon Alexandre Chevrier, le procureur adjoint du parquet de Strasbourg, aucun corps n'avait été retrouvé encore hier matin, uniquement des morceaux de corps. Hier, les opérations de recherche et de levage de la rame qui est tombée dans l'eau près d'un pont entre le canal de la Marne et le Rhin se poursuivaient. Les 11 tués faisaient partie d'une équipe de 49 techniciens et cheminots qui effectuaient un test sur la ligne grande vitesse qui est censée relier en 2016 Paris à Strasbourg en 1h48. Le déraillement du train qui est sorti de la voie avant de chuter dans l'eau est le premier déraillement mortel dans l'histoire du TGV. TGV qui a été mis en ligne pour la première fois en 1981. Et selon le procureur adjoint du parquet de Strasbourg, outre les 11 morts, il y a aussi de nombreux blessés, dont 4 pronostics vitaux engagés. Les appareils d'enregistrement de ce train d'essai vont être exploités afin de trouver la cause de cet accident mortel. Écoutez d'autres détails fournis par M. Chevrier. Actuellement, il est évidemment beaucoup trop tôt pour pouvoir conclure à une ou plusieurs causes concernant cet accident. À ce stade de l'enquête, toutes les hypothèses sont encore envisagées. L'hypothèse criminelle, l'hypothèse d'un attentat, d'un acte de sabotage n'est pas écartée à ce stade de l'enquête, mais ne constitue pas non plus une hypothèse privilégiée de travail, d'autres causes ayant pu intervenir dans la réalisation de cet accident. Et dans le cadre de cette enquête sur le déraillement de ce TGV, 3 enquêtes sont actuellement en cours. L'une lancée par la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, ainsi que son secrétaire d'État Alain Vidaliès. Une autre par la gendarmerie et sous la direction du parquet de Strasbourg. Enfin, une dernière enquête est en cours par la Société nationale des chemins de fer, qui elle a lancé une enquête en interne. Un mot de sport pour terminer ce flash information avec le Rwanda qui devient le 103e pays à intégrer le World Rugby. C'est la Fédération internationale de rugby du Rwanda qui intègre ce haut du panier des rugbymen mondial. Lors d'un entraînement de l'équipe des 1000 collines, on le voit à l'écran, certains joueurs de l'équipe nationale ont appris qu'ils feront partie de cette équipe qui participera donc au championnat, qui participe déjà au championnat national rwandais de rugby. Le président de la Ligue mondiale de rugby, Bernard Lapassé, a dit sa joie d'accueillir le Rwanda comme membre complet, membre entier de cette union. Le Rwanda qui compte déjà de nombreux licenciés, qui a 10 équipes qui participent au rugby à 15 et plus de 300 licenciés hommes et 60 femmes déjà. 7000 jeunes Rwandais pourraient également renforcer l'équipe mondiale du Rwanda. Et je propose d'écouter quelques réactions suite à cette annonce. C'est comme un rêve devenu réalité. J'ai crié, j'étais avec 2 amis et j'ai crié fort, parce que c'est pour cela que nous avons travaillé avec les entraîneurs, les joueurs et l'administration, ensemble avec l'aide du ministre du comité olympique. Donc notre but était d'être totalement membres pour pouvoir nous élever. La bonne chose, c'est que tout va avoir des répercussions positives parce que en termes de développement du jeu, de notre côté, en tant qu'équipe de rugby rwandaise, nous avons besoin de travailler dur pour montrer au monde du rugby que nous ne prenons pas pour acquis notre statut de membre titulaire, que nous sommes sur la bonne voie pour devenir comme les autres équipes et nous améliorer. Et plus généralement, au Rwanda, je pense qu'il mérite d'être développé. Pour l'instant, il n'est pas
trop promu parce que par manque de moyens, c'est notable, par manque de terrain et praticable surtout. Mais le rugby a vraiment un gros potentiel, un gros futur au Rwanda vu les facultés des joueurs, être rapide, être massif aussi, voilà, être joueur surtout. Bravo donc au Rwanda. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du lundi 16 novembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain mardi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.